Et on vous remercie vraiment, ainsi que David Laurie, pour ces interventions. Et on va passer à notre troisième retour d'expérience. Alors là, on est sur une initiative remarquable dans la thématique de la gestion des communs. Et on l'entend beaucoup en ce moment. L'eau fait partie de ces communs dont la gestion pose question, crée parfois des incompréhensions et des conflits, des petites tensions. Là aussi, il convient de repenser notre rapport à l'élément eau et parfois à remettre en question des pratiques anciennes qui ne sont plus adaptées aux défis du dérèglement climatique. Marc Pichot, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission étang et qualité de l'eau au Parc naturel régional Périgord-Limousin. Vous allez nous parler des étangs et rivières sur les têtes de bassin, mais je ne fais que répéter ce qui est écrit, et des démarches d'effacement des étangs. On vous écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, on va parler de la gestion d'un patrimoine commun, qui est l'eau, puisque l'eau, dans la Constitution française, est considérée comme un patrimoine commun de la nation. C'est un bien grand mot. En gros, ça veut dire que cette eau, on ne peut pas se l'approprier. Elle appartient à tout le monde. Quand on dit ça, le meilleur exemple que je vous prends aujourd'hui, c'est les plans d'eau. Les plans d'eau, notamment les plans d'eau privés, c'est de l'eau qu'on a sur son terrain, sur sa propriété privée, et c'est savoir ce qu'on en fait, ce qu'on a le droit d'en faire, et comment on la gère. Comment on la gère dans son intérêt privé, mais aussi dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt commun pour pas dégrader la ressource, fournir de la ressource en continu et pour penser un peu aux autres. Donc dans l'imaginaire, un plan d'eau, c'est quelque chose de très naturel. C'est quelque chose où on est bien, on vient se ressourcer souvent au bord d'un plan d'eau parce qu'on est dans la nature. Ça, c'est vraiment l'imaginaire qu'on peut avoir, que tout le monde peut avoir. Mais un plan d'eau, ça provoque de gros dysfonctionnements sur la ressource en eau, sur les milieux aquatiques et sur les rivières. Là, je vous ai mis quelques photos. On a vraiment le cadre un peu idyllique du plan d'eau avec la maison, le miroir d'eau, le reflet, etc. Et en fait, un plan d'eau, derrière, c'est aussi de l'eutrophisation, des problèmes de qualité d'eau, des problèmes sanitaires, des problèmes de risque, de rupture de digues, de rupture de barrages. Donc voilà, l'imaginaire fait pas tout. Donc je vais vous parler des plans d'eau du Parc naturel régional Périgord-Limousin qui est situé en gros entre Limoges, Périgueux et Angoulême, donc au nord du département de la Dordogne et au sud du département de la Haute-Vienne. On est sur le piémont du Massif central, donc plutôt des zones très imperméables, pas de nappe souterraine profonde, pas comme ici dans le bassin aquitaine, mais vraiment de la pente, des terrains imperméables et du coup beaucoup de rivières. Un réseau hydrographique très dense et comme on est sur des terrains imperméables aussi, on peut avoir beaucoup de plans d'eau parce que le terrain est favorable et ces plans d'eau ils sont tous en barrage de cours d'eau. Donc 5000 plans d'eau sur le territoire du parc, 12 000 plans d'eau sur le département de la Haute-Vienne, 9000 plans d'eau sur le département de la Dordogne. On peut comprendre que ça peut commencer à poser problème. Et tous ces étangs, au final, sont privés. Il n'y a pas de gestion globale. Le but, c'est d'arriver à sensibiliser les propriétaires privés pour qu'ils aient cette connaissance globale de comment fonctionne un bassin versant, comment fonctionne la ressource et comment avoir le moins d'impact possible sur la ressource. Donc sur notre territoire, on a très peu de pression. Pas beaucoup d'agriculture, de l'agriculture plutôt extensive, pas de grosses cultures. On a beaucoup de plans d'eau. L'ensemble des plans d'eau sur le secteur a été créé plutôt dans les années 60-70, quand la mécanisation est arrivée sur le secteur. En fait, comme les prés qui étaient trop humides, où il y avait un petit ruisseau qui passait, qu'on ne pouvait pas mécaniser, on a créé des plans d'eau à la place. Donc on a différentes problématiques sur les plans d'eau. Ça va toucher l'aspect qualitatif de l'eau. Par exemple, un plan d'eau, ça va réchauffer énormément les eaux. Ça va poser des problèmes sur le quantitatif, parce que souvent, quand on est propriétaire d'un étang, quand l'été arrive, l'étang commence un peu à baisser, on va bloquer la surverse de l'étang et on va garder l'eau pour ça. Parce qu'un étang, ça évapore aussi énormément. Et du coup, il peut y avoir un petit cours d'eau qui arrive ou une petite source qui arrive. Avec l'évaporation, il n'y a rien qui sort. Et de proche à proche, on se retrouve avec des rivières asséchées par non-respect du débit réservé. Là, c'est pour vous montrer un territoire. Donc voilà, on est sur les années 50 à aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un vallon humide, voilà, très humide. Et à côté, on se retrouve avec des plans d'eau en cascade, les uns sur les autres. Donc en 10 ans, en fait, il y a 25 plans d'eau qui sont créés sur ce secteur-là, échelle 2 km², et qui interceptent l'eau de la rivière et qui la modifient.
Avec les plans d'eau, on se retrouve avec des écarts de température qui peuvent être énormes entre l'amont et l'aval, ce qui va poser des problèmes de qualité d'eau, ce qui va poser des problèmes pour les espèces présentes sur les têtes de bassin, notamment la truite fario, qui est une espèce phare des têtes de bassin. En fait, à 21 degrés, dans la rivière, il n'y a plus de truite fario. Là, sur les sources, en général, on a une eau entre 14 et 17 degrés. À l'aval des plans d'eau, on peut arriver à du 26-28 degrés. Après, on a la chance d'avoir un couvert forestier, des rivières à forte pente, du coup, la température revient derrière, mais on peut avoir un impact très important de la température. Donc, pour améliorer les choses, il y a des solutions qui sont multiples. C'est soit aller vers de l'aménagement des plans d'eau, convaincre les propriétaires, puisque c'est tous des propriétaires privés, de faire des efforts dans l'équipement de leurs plans d'eau, mais aussi dans la gestion à long terme, c'est-à-dire qu'il faut faire des vidanges régulières pour éviter que l'étang ne s'envase d'eau trop et devienne eutrophe, pour éviter qu'il y ait des problèmes sanitaires sur l'étang. Mais ça peut être aussi de revenir en arrière et de dire ce plan d'eau, quelle est son utilité au final? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux revenir en arrière, déconstruire, redonner de la naturalité et du coup retrouver un bon fonctionnement du cours d'eau et des zones humides associées? Donc là, par exemple, vous avez un exemple, un plan d'eau de 3 hectares. Donc vous avez le plan d'eau en eau, le plan d'eau qui a été vidangé avec près de 1,50 m à 2 mètres de vase au niveau le plus profond. Et ensuite, naturellement, le plan d'eau, quand il est vidangé et qu'on détruit la digue, le cours d'eau retrouve son tracé de façon tout à fait naturelle dans les vases de l'étang. Et en fait, on retrouve une zone telle qu'elle était avant qu'on barre le vallon par une digue. Donc vous avez ici la photo aérienne. Donc ça, c'était lors d'un an après la vidange de l'étang. L'étang est resté en assec pendant 1 an. Donc là, les travaux de terrassement n'étaient pas faits. Et ça, c'est 2 ans après. Donc on a reconstruit la zone humide, restauré la zone humide et redonné de la fonctionnalité au cours d'eau. Pour faire tout ça, en fait, il y a des points de blocage, il y a des points à débloquer et surtout, il faut convaincre les gens. Puisque, quoi qu'il arrive, on est sur de la propriété privée. Propriété privée qui a un droit très important en France et c'est pas facile de faire changer les gens. Donc on a plusieurs levées pour ça. On a une réglementation qui est très stricte sur les plans d'eau. Encore faut-il l'appliquer. Pour vous donner un exemple, sur la Dordogne, 9000 plans d'eau, il y a 2 agents de l'État qui s'occupent des plans d'eau. Sur la Haute-Vienne, 12 000 plans d'eau, il y a 3 agents qui s'en occupent. Donc voilà, le temps que ça bouge, puis on ne peut pas être partout à la fois. Ce qui est un frein au changement, c'est aussi que ça peut avoir des coûts importants d'investissement, qu'au final, on se voit avec quelque chose de très naturel et on se rend compte qu'il faut investir beaucoup, que ce soit en temps, en argent, pour l'entretien, pour la gestion, avec des choses qui sont plus ou moins financées par les politiques publiques. Il y a souvent une valeur sentimentale importante sur les plans d'eau, parce qu'on est sur notre petit coin de paradis. Donc pour revenir en arrière, ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Et puis quand on revient en arrière aussi, il y a aussi la perte de valeur économique du terrain. Le prix d'un plan d'eau et le prix d'une zone humide, c'est pas la même. 1 hectare de zone humide, 1 500 €. 1 hectare de plan d'eau, 80 000. Il faut avoir ces leviers-là. Et au-delà de ça, il y a aussi des plans d'eau qui appartiennent aux collectivités où il peut y avoir du multi-usage, de la baignade, de la pêche, une zone de loisirs, etc. Et la décision n'est pas facile du retour en arrière. Retour en arrière parce que le plan d'eau, même s'il a été créé il y a 50 ans, on l'a toujours connu. Parce que il y a toute l'activité d'un bourg ou l'activité d'une commune qui s'articule autour de ça. Mais de temps en temps, la baignade elle est fermée et puis elle est fermée de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent. Et on se retrouve aussi dans un contexte de changement global, de réchauffement, qui va favoriser aussi l'accélération de ces choses-là. Et du coup, c'est difficile de prendre des décisions, même collectives, sur ces plans d'eau communaux dans le sens commun. Alors on se retrouve avec des référendums, du participatif pour essayer d'impliquer les habitants aussi, mais c'est pas facile de donner les bonnes informations sur un groupe en public.
Et puis c'est des choses qui sont clivantes, l'eau. Hein. On le voit avec les retenues d'irrigation, le lac de Caussade, etc. On rentre dans le conflit. Donc c'est pas souvent évident. Du coup, le changement climatique et les perspectives qu'on a à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 50% de ressources en moins, est-ce que ces plans d'eau-là vont continuer à rester pour un usage de loisirs au final, puisque c'est seulement paysager, de la pêche, etc. Par rapport à d'autres enjeux beaucoup plus importants qui sont refroidir la centrale de Civaux sur la Vienne, qui vont être préserver l'eau potable pour la ville d'Angoulême. On s'apprête à aller vers des conflits. Mais en fait, ces conflits, ce qu'il faut mettre en place quand on a une gestion de bassin versant, c'est vraiment d'aller voir les gens, ce qu'on appelle l'animation territoriale, aller voir les gens pour les sensibiliser, pour les convaincre, pour porter un discours. Peut-être que le discours, il portera que dans 5 ans, mais quand on a parlé avec quelqu'un, on a posé une petite graine, et cette graine, elle va germer dans son inconscient, peut-être, et un jour, il va avoir un déclic, et peut-être, on va aller vers une solution radicale ou plus adaptée à la gestion de ce patrimoine commun qui est la ressource en eau. Tout ça pour vous dire que le futur est possible. C'est possible de revenir en arrière. Donc je vous ai mis 2 exemples. L'exemple du haut, c'est un effacement de 5 plans d'eau pour une surface totale de 3,5 hectares. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 ici, chez un agriculteur. Donc lui, il a fait le choix d'effacer ses plans d'eau parce qu'il avait une problématique de tuberculose bovine avec un abreuvement direct des vaches sur les étangs qui était en mauvais état sanitaire. Et il a décidé de supprimer les plans d'eau, de restaurer la zone humide et en fait de faire des abreuvements déportés du cours d'eau à partir des sources qu'il avait sur son terrain sans assécher la zone humide. En dessous, donc, c'est un plan d'eau de collectivité, ici 10 hectares. Sur le parc de Millevaches, l'étang de Perlevade. Donc avec tout un aménagement, un camping autour, un aménagement de site avec ce barrage-là et cet étang-là qui avait une grosse problématique environnementale par rapport à la continuité écologique. Et le choix a été fait, à travers de la concertation et de l'animation, de supprimer le plan d'eau. Et du coup, la zone humide a été restaurée en totalité. Il y a toujours le camping, mais sur un développement de l'activité touristique un peu différente, un peu orientée plus sur de la naturalité et de la randonnée plus que sur de la baignade. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. C'est possible parce qu'on a une très forte résilience de ces zones-là, de ces zones humides. On a de toute façon une banque de graines qui est présente naturellement dans le fond des étangs et qui demande qu'à s'exprimer. Comme quoi la nature est bien faite et elle n'a pas forcément besoin de nous. Merci beaucoup Marc Pichot pour cette présentation très complète. Et avant qu'on passe aux questions du public, je pense que je vais faire réagir tout de suite Camille Jonchère, parce que finalement le lien est fait tout de suite. Sur l'exemple, Camille Jonchère, vous êtes docteur en sociologie et vous avez justement travaillé sur cette question de l'effacement de l'étang qui est évoquée sur le plateau de Millevaches en Corrèze. Et ça a été dit aussi par Marc Pichot, effacer ou non un étang, ça implique une décision collective qui n'est pas toujours facile et vous avez travaillé sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Avec plaisir. Effectivement, en fait, le cas qu'a raconté Marc et sa présentation donc, résonne avec le cas de l'effacement d'un étang dans le Limousin, sur le plateau de Millevaches, que vous avez du coup à l'écran et que j'ai analysé donc, pour ma thèse qui portait sur les processus d'expertise façonnant l'action publique régionale et l'opérationnalisation de l'adaptation au changement climatique pour transformer les territoires et les activités socio-économiques. Finalement, l'effacement d'un étang, selon le prisme de la littérature sur la redirection écologique, qui est travaillé notamment par le philosophe Alexandre Bonin, cet effacement il peut être déclenché par un diagnostic de non-viabilité qui est posé au nom des futurs sur un objet qui au départ n'est pas considéré comme problématique. C'est le petit coin de paradis, c'est cet étang, il est naturel. Et donc finalement, ce diagnostic qui est posé au nom des futurs sur un objet qui n'est pas problématique, ça crée un choc au présent qu'il faut prendre en charge. Donc dans mon cas, ça a été vraiment la directive cadre européenne sur les continuités écologiques qui, comme l'a dit Marc, a mis en avant que ce plan d'eau était un barrage sédimentaire et thermique, et donc il fallait reconstituer cette continuité. Donc ça pose le problème, mais ça n'indique pas la solution. Et c'est là où il y a un espace qui se crée et qui fait passer le plan d'eau d'un commun positif,
donc avec toutes ces aménités de baignade, de loisirs, à un commun négatif, c'est-à-dire qui pose problème et qui donc jette le trouble sur les habitudes et les routines. Pour répondre à ce problème, l'espace qui s'ouvre peut être conceptualisé comme un espace d'opérationnalisation, c'est-à-dire l'espace où les moyens de l'action sont négociés et dont l'issue est indéterminée. Ça va mêler une pluralité de savoirs, non pas un savoir, celui académique, scientifique, légitime, mais d'autres savoirs. Dans cet espace, les interdépendances avec cet objet vont être éprouvées, vont se confronter, et c'est finalement l'alternative qui va permettre cette solution. Alors, et donc dans cet espace d'opérationnalisation, il y a un versant qui est rarement valorisé et reconnu, donc il est même souvent dissimulé derrière un marketing territorial où seules les histoires positives racontées par les gagnants sont médiatisées. Un marketing donc qui est plus enclin à faire croire à un monde pacifié où sont recherchés donc les compromis à défaut des alternatives, donc dans le sillage du développement durable qui était vraiment dans cette logique. Et donc cet autre versant dans l'espace de l'opérationnalisation, c'est celui de la politisation du renoncement. Politiser le renoncement, c'est éviter la résignation. Donc c'est prendre la mesure que le réchauffement climatique est entièrement provoqué par les activités humaines et donc que ces dernières ne peuvent par conséquent être toutes maintenues. Donc cela pose la question, à quoi faut-il renoncer? Et comme l'analyse Rebecca Elliott, qu'est-ce qui est perdu au profit de ce qui est maintenu? Donc les réponses à ces questions ne peuvent être décrétées. Un futur désirable ou même des futurs désirables, ça s'enquête. Ça ne peut pas se décréter ou se faire accepter, comme on peut parfois l'entendre. Donc dans le Limousin, les habitantes et les habitants de la commune, initialement opposés à l'effacement du plan d'eau, se sont embarqués dans la chaloupe scientifique de la continuité écologique de la Vienne, pilotée par la Fédération de pêche locale et soutenue par le Parc naturel régional de Millevaches, avec un repère sociotechnique emblématique dont a parlé Marc, la truite, qui va en fait rendre visibles ces interdépendances socio-écologiques, car ça va faire le lien entre le débit hydrique de la rivière, la température et la qualité de vie au niveau du bassin versant. En plus, cette truite va permettre aussi d'incarner la nuisance que représente le plan d'eau, qui est sinon impalpable quand on regarde l'espace. Donc finalement, les habitants se sont appropriés cette problématique et ont décidé collectivement d'effacer cet étang, donc pas supprimer, ils ont fait vraiment le choix d'effacer, même si ça a engagé des travaux, pour laisser aussi cette idée de processus qui se fait et non pas de passer d'un état à un autre. Finalement, à l'échelle de l'action, c'est beaucoup avec une référence au passé aussi que ce choix a été fait, en me disant avant l'espace était comme ça, en reconnectant avec des mémoires qui connaissaient le paysage avant ce plan d'eau, mais que finalement il y a eu très peu de références au futur et donc aussi au changement climatique qui était plutôt éclipsé, en disant non, en fait on ne parle pas du changement climatique parce que ça risque de déresponsabiliser, de créer un sentiment d'impuissance. Mais par contre à l'échelle régionale, quand on fait le lien, là cette action d'effacement est considérée comme une réalisation exemplaire qui lutte contre le changement climatique. Mais pour aller peut-être plus loin, de créer que cette action ne soit pas isolée, mais bien intégrée dans une politique plus large. Si on élargit, on peut penser que les ramifications du renoncement ou les ramifications de la transformation, certaines sont valorisées et accompagnées, mais d'autres ne le sont pas. Et il y a un exemple, vous parlez de vue du chalet, de touriste, un gérant du camping sur cet étang qui avait toute sa promesse touristique autour de ce camping avec les fenêtres qui s'ouvrent, cartes postales sur l'étang. Comment est-ce qu'il fait pour transformer sa promesse touristique, pour trouver d'autres publics, les publics de randonneurs, qui sont différents des publics des mobilhomes, de passer d'une offre de services de baignade, de pêche, de consommation de quelque chose, une destination, à un tourisme de nature, un tourisme qui passe autrement. Cette démarche-là, ça n'a pas été accompagnée, par exemple, ou visible même de la filière touristique. Et donc, ça peut être une piste aussi pour les politiques suivantes. Et donc, pour le tourisme de nature, un des arguments qui légitime la transformation de la pratique. Et ça passe notamment par des savoirs expérientiels partagés avec les visiteurs. Et cela recadre aussi sur l'habitabilité du bassin versant, entre autres au cortège d'oiseaux d'eau douce, comme la sarcelle d'hiver, qui ont perdu donc un habitat avec l'effacement, mais qui auraient pu en trouver d'autres dans le coin si la décision d'effacer ici un étang avait amené à prendre en compte là un barrage longitudinal de la Vienne, empêchant donc sa divagation, créant des espaces pour les cortèges d'oiseaux. Donc finalement l'enjeu est moins de financer des actions isolées d'adaptation que de savoir si elles contribuent à la transformation profonde des interdépendances socio-écologiques dans lesquelles elles s'inscrivent, donc celles que nous souhaitons cultiver, celles dont le détachement, le renoncement seront accompagnés. Merci beaucoup Camille Jonchère pour cet éclairage
qui est issu notamment de vos travaux de thèse. Est-ce qu'il y a des observations, des réactions, des questions ? Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à vos deux interventions, parce que vous décriviez comme un commun qui était perçu comme positif et qui se charge de négativité. Je trouve que on voit ça avec plein d'autres exemples que la question de l'effacement des temps. Par exemple, l'exemple de l'alimentation dont on parlait tout à l'heure, la consommation de viande ou d'autres types de produits qui étaient vus positivement et qui tout d'un coup se chargent négativement. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez pu identifier dans ce cas particulier de l'effacement des temps, qui n'est pas très médiatisé, il me semble, enfin en tout cas, je trouve qu'on n'entend pas trop parler par rapport à d'autres sujets, est-ce qu'il y a peut-être des éléments sur comment le collectif s'est construit ou comment la concertation a été gérée pour que ça puisse aboutir sur quelque chose de positif? Vous avez dit par exemple, on n'a pas parlé de changement climatique dans la manière de poser les choses. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qu'on pourrait peut-être généraliser à d'autres sujets pour pacifier un peu, je sais pas, le débat? Nous, sur le territoire du parc, on a beaucoup d'étangs, beaucoup de bassins versants. Comme je vous l'ai dit, on a des eaux de surface, on n'a pas de nappe profonde. Du coup, toute l'eau potable qui est produite à travers du pompage d'eau superficielle, c'est-à-dire soit dans des étangs, soit dans des rivières. Du coup, cette qualité d'eau, elle dépend de tout ce qui se passe sur le bassin versant et notamment de ce qui se passe sur les plans d'eau. On mène avec différents partenaires, notamment les producteurs d'eau potable, des contrats ressources pour améliorer la qualité de l'eau à l'échelle des bassins versants. Et là, les étangs ont toute leur place. On doit travailler sur les étangs pour améliorer la qualité de l'eau, notamment parce qu'on a des problèmes d'eutrophisation et de présence de cyanobactéries, qui sont des algues toxiques et qui empêchent la production d'eau potable. Et du coup, là, on a cette vision de politique territoriale, de se dire le bien commun, au final, c'est l'eau potable pour tout le secteur. Ça va au-delà du bassin versant, ça peut dépasser sur certaines communes, etc. Et le bien commun, il est là. Il faut qu'on arrive collectivement à travailler sur l'ensemble des étangs, sur l'ensemble de l'habitat par rapport à de l'assainissement individuel ou de l'assainissement collectif. Au final, quand on met en place un enjeu patrimoine commun par rapport à nos intérêts individuels, on arrive toujours à convaincre les gens de passer à l'action. Donc l'argumentaire du bien commun marche un peu. Camille, très rapidement, si tu veux donner un élément de réponse. Oui, qu'il n'y a surtout pas de recette à massifier de manière générale. Au contraire, c'est même comment organiser cette pluralité et arriver à leur donner l'espace. Et c'est pour ça que je comprends que ça peut être un peu frustrant, peut-être quand on dit on voit bien que cet étang est problématique, ça fait des années qu'il y a une vraie littérature comme ça qui le dit. Mais en fait, c'est pour ça aussi en sociologie de voir aussi d'autres aspects, d'autres types de savoir. Leur cheminement est au moins aussi nécessaire et valable et légitime que l'argument scientifique que cet étang est problématique au nom de telle ou telle cause. Donc surtout, non, pas de recette, enfin pas de bonne pratique. Et pas d'argumentaire général qui marcherait à tous les coups. Merci beaucoup. On avait une question par ici, je vous prête mon micro. Ça rejoint la question précédente. En fait, on a parlé dans les différentes interventions de rupture, de temporalité, et vous nous avez narré l'histoire, donc il y avait pas mal d'opposition. Moi, je voulais savoir il y a un point de bascule à un moment donné où les gens changent leur opinion et s'engagent, ou si c'est quelque chose qui se fait vraiment dans le temps long. Est-ce qu'en termes de jeu d'acteurs aussi, il y a des acteurs qui peuvent faire basculer certains autres acteurs? En fait, comment vous avez analysé tout ça dans le cadre de ce projet-là également? Sur les retours d'expérience, nous, au niveau du parc, ça fait 15 ans qu'on bosse sur ces problématiques de plan d'eau. Les premiers effacements d'étangs, c'était il y a 12 ans. On en faisait 3 par an. Maintenant, à l'échelle du territoire, il s'en fait une vingtaine par an. Et au début, quand je suis arrivé, on ne travaillait pas sur les étangs et on me disait tu vas aller voir les gens, tu vas te prendre un coup de fusil, quoi. Et au final, c'est pas ça. C'est que les gens, si on va les voir, qu'on leur explique, qu'on prend le temps de créer du lien, de semer la petite graine, au final, ça fait son petit bout de chemin et puis ça vient. Et après, dans tous les territoires, il y a toujours un acteur un peu stratégique qui va être le premier à se lancer ou qui va avoir un réseau et qui fait que si lui le fait, c'est que ça doit être bien et puis ça fait tache d'huile aussi, quoi. Et vous parliez aussi lors de la préparation de l'opportunité. Quand il y a un problème, on saisit l'opportunité de communiquer autour d'autres solutions. Quand les propriétaires privés rencontrent une difficulté, que ce soit de pollution, voilà, c'est là que vous intervenez aussi pour proposer d'autres solutions, si je ne me trompe pas. Je vous propose de continuer cette thématique. Merci beaucoup Marc Pichot et Camille Jonchère tout à l'heure lors des échanges pour qu'on essaie de contenir à peu près le timing.
Et on voit là qu'il y a un véritable levier d'action sur la question de l'eau parce qu'il y a beaucoup de plans d'eau sur lesquels intervenir à l'avenir.